du matin pour ceux qui nous écoutent en direct. Je suis super chanceux parce qu'aujourd'hui, j'ai un autre titan de l'industrie, Monsieur Frédéric Lucas de Prima Ressources, firme de services de services de consultation en vente. Fait qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On a parlé beaucoup de marketing numérique, de marketing digital, etc. Mais là, on va parler beaucoup plus de B2B. Puis quand on est en B2B, forcément, on finit par travailler avec des équipes de vente, des équipes commerciaux. Si on parle aux Français qui nous occupent en ce moment. Fait que c'est pour ça que j'ai invité Frédéric, parce que lui, en fait, d'un, tu as beaucoup d'expérience, évidemment, avec les ventes. Et puis, je voulais savoir un peu, c'est sûr que chaque industrie, chaque entreprise est différente. Fait que je suis allé avec un grand sujet, mais je voulais un peu mieux comprendre ce que les vendeurs, les commerciaux s'attendent d'une équipe de marketing. Fait que c'est sûr que la vente retombe beaucoup sur les épaules des vendeurs, là, d'où le nom, d'où le nom, mais souvent il y a les équipes marketing qui travaillent là-dedans. Fait que je voulais comprendre un peu mieux, selon toi, à quoi s'attendait une équipe de vente de leur marketing ou de leur équipe marketing? C'est une bonne question, Fabrice. Puis tout d'abord, merci pour l'invitation, bien apprécié. Très content d'être avec toi ce matin. Je dis souvent quand je donne des présentations que la vente a énormément changé dans les 10 dernières années, mais en fait, c'est pas juste la vente, c'est la vente, je pense que c'est le marketing, c'est toute la fonction commerciale qui a énormément changé. Puis, si je reviens plus spécifiquement au niveau de la vente, si on remonte là, au-delà d'il y a une dizaine d'années, là, avant que les transformations qu'on connaît en ce moment, le rôle des vendeurs, c'était vraiment d'éduquer. Puis maintenant, ce que je dis aux vendeurs que je forme, que je coach, c'est plus les ventes qui éduquent, c'est maintenant le marketing. Donc, je pense qu'une première attente que les vendeurs ont ou devraient avoir à l'égard de leur équipe marketing, c'est de prendre en charge justement cette dimension-là, d'éduquer leur base de clients potentiels. Donc maintenant, l'éducation passe beaucoup plus par le marketing qu'elle passe par les ventes. Et si le marketing fait ce rôle d'éducation-là, ben, le marketing devrait faciliter après ça le rôle du vendeur. OK? Donc, la vente devrait devenir plus facile, résultant du travail qui a été fait par le marketing en amont. OK? Donc, ça, c'est. Parce que le prospect est plus éduqué, c'est ça? Ou parce que le client potentiel est plus éduqué, que la vente devient plus facile? Plusieurs éléments, puis on l'a vécu nous-mêmes là, chez Prima Ressources dans notre propre marketing de contenu, puis dans notre propre vente. Donc, plus facile parce que le client va connaître la marque, va connaître la philosophie, va être éduqué sur l'entreprise, va être éduqué sur les critères à regarder. Puis, certains des très bons contenus que le marketing chez nous a créés, c'est du contenu autour des objections typiques des clients. Donc, si je suis déjà capable d'éduquer mes clients en fonction des objections potentielles qu'ils auront, ou si je suis déjà capable de les éduquer sur c'est quoi les bonnes questions à poser, ben je suis en train de préparer le terrain, en fait, pour la conversation que mon vendeur va éventuellement, mon vendeur, mon représentant, mon commercial va éventuellement avoir avec mon client potentiel. Puis on le voit là, au fil des années, plus on a travaillé fort sur notre marketing de contenu, plus la vente, entre guillemets, est devenue plus facile. OK? Donc, éduquer aussi le client sur les éléments de différenciation. Fait que ça, pour moi, là, c'est un premier élément. Je ne suis pas en train de dire que la vente, le marketing va faire la vente à la place des ventes, mais certainement de rendre ce travail-là un petit peu plus facile. Donc, ça, je dirais, c'était peut-être un premier aspect important, donc d'arriver avec un client qui est éduqué ou qu'on a déséduqué de la compétition pour l'éduquer à nous autres, là. Mais mon client potentiel est davantage prêt à avoir une conversation avec mon représentant ou mon commercial. La deuxième chose importante que les ventes attendent du marketing, c'est, je dirais, de la bonne information concernant les leads qui sont générés. Puis là, ça, j'en ai pas parlé, mais effectivement, de mon marketing, je m'attends à ce qu'il comme vendeur, comme commercial, à ce qu'il me génère des leads. Puis il y a toujours cette espèce de bataille-là sur les leads qualifiés, pas qualifiés. Puis là, le marketing envoie des leads que les ventes n'appellent pas, puis les ventes blâment le marketing pour le manque de qualité des leads. Là.
je suis tout au courant et conscient de cette, comment je dirais, de cette confrontation-là. Mais je pense que ça découle en partie d'une mauvaise définition, de c'est quoi les critères de qualification. Puis deuxièmement, s'assurer d'avoir la bonne information. Donc, si je regarde un lead, moi, je veux savoir en B2B, je veux savoir, bon, qui est l'entreprise, quelle est la taille de l'entreprise. Idéalement, si je peux avoir un numéro de téléphone, c'est encore mieux. Je veux savoir aussi c'est quoi le titre de la personne. Ça, c'est un facteur qui est important dans les critères de qualification. Puis, est-ce que cette personne-là a une problématique avec laquelle on est en mesure de l'aider ou qu'on est en mesure de résoudre? Puis après ça, comme vendeur, je m'attends à ce que le marketing puisse me fournir aussi du contexte. Donc, est-ce que le marketing est capable de me donner du contexte sur ce lead-là? Donc, c'est sûr que, par exemple, le titre ou une problématique, pour moi, c'est des exemples d'avoir du contexte. Mais bon, dans notre cas, chez Prima Ressources, on aime ça savoir c'est quoi la taille de la force de vente. Y a-t-il des indicatives de formation? Donc, on parle de plus en plus de vendre dans le contexte. Donc, on est en train là, de passer là, je vais dire, du marketing de masse à un marketing qui est plus personnalisé, c'est ça, plus personnalisé. Bien, ça dépeint aussi sur les ventes où on ne peut pas se contenter d'envoyer juste une communication générique ou d'être générique lors de son premier appel. Il faut réussir à y injecter une certaine dose de contexte à l'intérieur. Donc, toute la conversation puis l'information que le marketing est capable d'accumuler sur un lead potentiel devient à ce moment-là très utile là, pour le vendeur ou le commercial pour être capable de contextualiser davantage sa conversation puis de savoir, dans le fond, quels sont les éléments, les questions qu'il va poser, les éléments qui vont être amenés lors de cette conversation-là avec un client potentiel. Alors, je ne sais pas si ça fait du sens à date, Fabrice. Si tu as des commentaires, des questions, des choses que tu peux ajouter de ta chaise plus marketing, là. Ben, c'est ça, je trouve ça intéressant que tu es parti vraiment avec ce que je vais résumer, mettons, en branding, c'est connaître qui est l'entreprise, déséduquer la compétition. Ça, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit parce que oui, c'est sûr qu'on a un élément de lead generation, générer les leads, etc. Mais souvent, puis je pense que c'est un enjeu dans lequel le marketeur tombe souvent parce qu'on entend beaucoup parler de lead generation, etc. Mais on oublie le brand, puis on oublie la force d'un brand. Puis surtout quand on fait affaire avec une équipe de commerciaux, de vendeurs, qui sont évidemment bien formés en vente consultative, là. Ou bien capable d'exécuter la vente consultative, mettons, ça serait que, ben, c'est différent. Alors, la base pour le prospect, c'est un consultant en vente, un consultant HubSpot, un consultant whatever, ou un produit, un logiciel marketing. Ben, ça se peut qu'ils se ressemblent tous, parce que le client, comme tu disais, n'est pas éduqué. Mais la job du marketing, du branding, c'est de pouvoir dire, ben, Prima Ressources, c'est vraiment différent de tous les autres qui existent. Quand tu vas sur LinkedIn, tu cherches consultant en vente. Ben, je pense que c'est un élément souvent oublié. Mais ça s'est dit, j'ai beaucoup aimé l'aspect des generations. Puis, est-ce que tu as vu des meilleures pratiques pour, tu parlais de définition qui arrivait pas tout le temps, c'est quoi un bon lead, etc. Est-ce que tu as vu des meilleures pratiques pour pouvoir bien arrimer les deux équipes? Bien, dans les bonnes pratiques, il y a de définir un SLA, là, un Service Level Agreement entre les ventes et le marketing. Je pense que c'est important d'éduquer aussi les ventes sur le marketing. OK? Beaucoup de vendeurs pensent qu'une partie de leur rôle, c'est encore de l'éducation. Tu dis, on parle de commerciaux, de représentants qui savent vendre de façon consultative. Or, c'est pas le cas, malheureusement, de la majorité des vendeurs et de la majorité des commerciaux. Là. Il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Là. Donc, je pense qu'il y a un aspect d'éducation. Il n'y a pas juste une éducation sur le marketing, il y a une éducation, j'en parle souvent avec des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, il y a une éducation sur la façon de faire des affaires. Si on remonte à il y a 15-20 ans de ça, la façon de faire des affaires, c'était nous autres, on a des secrets. C'est secret comment on fabrique, c'est secret comment qu'est-ce qu'on fait. Là. Il y avait cette espèce d'opacité-là dans les affaires. OK? Puis ça a vraiment changé à 180 degrés. Là, ce qu'on voit des nouveaux entrepreneurs, c'est des entrepreneurs qui sont très collaboratifs, qui sont très ouverts.
On entend même le terme coopétition, donc de la collaboration, de la coopération avec ses compétiteurs. Donc, ce n'était pas des notions qu'on avait. Je disais récemment un article qui disait, tu veux tester ta stratégie, tu sais, va la dire à ton concurrent. On est vraiment, vraiment à l'opposé de où est-ce qu'on était auparavant. Donc, donc, ça démontre un changement de mentalité, un changement d'attitude important, mais ça ne se transfère pas toujours au niveau des ventes. Je dirais le plus gros obstacle pour beaucoup de gens de marketing, c'est justement ça. Moi, comme vendeur, je garde mes choses pour moi, puis je ne veux pas en parler, puis je garde mon expertise. Puis tu le sais, comme marketeur, Fabrice, comment c'est difficile de créer du contenu si tu n'as pas la collaboration des vendeurs, parce que c'est eux autres qui sont en interaction puis en discussion avec les clients. Fait qu'ultimement, ils ont du bon matériel à être capables de partager. Donc, si pour eux, c'est une façon de rester en contrôle, de garder ça secret, bien, naturellement, on ne réussit pas à créer un bon alignement. Donc, je pense que ça passe par l'éducation au niveau du marketing. Je pense que ça passe par, c'est ça, s'assurer que les ventes comprennent bien leur rôle. Puis c'est ça, un service level agreement entre les deux. Puis de bien faire comprendre aussi aux vendeurs qu'attention, en fonction de l'opportunité potentielle, le niveau de maturité ne sera pas le même. Tu sais, si, par exemple, j'ai un enterprise level lead, là, un lead à enterprise level, grosse entreprise, gros potentiel, bien, ça se peut que je te le transfère à sa première conversion parce qu'il y a une grosse opportunité. Mais si c'est un lead de small business, bien là, effectivement, je vais me rendre peut-être jusqu'aux critères du SQA. Fait que la quantité d'informations, la qualité du lead va aussi différer en fonction de l'opportunité ou même du titre. Comme par exemple, chez nous, un président qui convertit une fois, tout de suite, on va le transférer à un expert. Tandis qu'un représentant ou un directeur, ben, peut-être que là, à ce moment-là, au niveau du chemin de conversion, on va vouloir avoir de la maturation additionnelle au niveau de ce lead-là. Donc, ça aussi, l'équipe des ventes doit être consciente de ça. Puis ça fait partie des bonnes pratiques que j'ai vues. Là. Donc, pour être capable de faire travailler les deux départements ensemble. Puis, je pense que autant la rémunération des ventes doit être en partie variable parce que c'est l'essence des ventes, autant je pense que c'est une bonne idée de mettre les gens de marketing aussi sur une portion variable basée sur l'atteinte des objectifs. Comme ça, tout le monde a du skin in the game, puis tout le monde a un intérêt à faire en sorte que ça fonctionne au bout de la ligne. Je ne veux pas tomber dans la pensée magique de la rémunération, là, ça ne règle pas tous les problèmes. C'est une des nombreuses composantes que ça prend, mais disons que ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir aussi une portion variable pour l'équipe marketing. Moi, j'aime ça quand tout le monde a un morceau dans le résultat, dans l'atteinte de l'objectif. Un morceau variable dans l'atteinte de l'objectif. Ben c'est ça. Puis ce qui est fun, c'est que les outils modernes, les outils de CRM, etc., permettent de pouvoir déterminer comme l'impact du marketing que le marketing a eu. Oui, on peut mesurer le lead qui a été généré, mais on peut aussi mesurer l'impact général du contenu publié sur la base le revenu qui a été généré, etc. Fait que je trouve que c'est intéressant. Puis en continuant sur ton thème d'éducation, je pense qu'au marketing aussi, il y a beaucoup d'éducation à faire. Pour un marketeur, c'est facile de dire, ben là, on t'a envoyé un lead, ben appelle-le. Et on comprend pas toujours à quel point c'est difficile de faire la vente. C'est même pas parce qu'il y a même demandé de parler à l'équipe de vente que le prospect va même être là, répondre au téléphone ou quoi que ce soit. Fait que ce que j'ai vu, moi, qui marche super bien encore avec les outils, si on mixe outils et éducation, c'est quand tu enregistres tes appels de tes vendeurs, d'habitude pour ton leader des ventes, pour qu'il puisse faire son coaching, ben, de donner accès à ces enregistrements-là à ton équipe de vente, à ton équipe marketing, pardon, ça aide beaucoup parce que ça nous permet de comprendre c'est quoi la réalité, mais aussi d'entendre comment le représentant positionne le produit, les questions qui se font poser, etc., etc. Absolument, absolument, je suis 100% d'accord. C'est ça, dans les entreprises qui préconisent ça, le marketing va participer aux réunions des ventes. Ils vont même avoir souvent une section dans la réunion des ventes pour donner un update sur ce qui se passe au niveau du marketing. Ils vont faire aussi des appels, des rencontres avec des vendeurs pour voir comment ça se passe, qu'est-ce que les clients disent. Donc, ça aussi, je pense que ça fait partie des meilleures pratiques à avoir en place là, pour favoriser un bon alignement entre les deux départements.
Super. Ben, écoute, Frédéric, on arrive à la fin. Fait que, Déjà? si je comprends bien, oui, une équipe de vente, une équipe commerciale, ça tend à avoir, bon, évidemment, un bon branding, du lead generation, mais aussi d'avoir un genre d'esprit de d'éducation, de communication ouverte entre les deux groupes pour que tout le monde, en bout de ligne, puisse atteindre leur objectif. Absolument, oui. Je pense que c'est un bon résumé. Parfait. Ben, merci beaucoup, Frédéric, de ton temps. Je sais que tu es très occupé, fait que c'est toujours apprécié. Et Merci, puis, passez une bonne journée. Merci pour l'invitation. À la prochaine. Au revoir. Merci à tout le monde. Bye.